Bonjour à tous, ici Pierre Saint George. C'est une première vidéo uniquement réservée aux abonnés de ma chaîne Patreon, donc ce ne sera pas sur YouTube. Et c'est pour les récompenser de leur soutien que je réponds à leurs questions. Donc j'essaierai de faire ceci une fois par mois. Ça sera un format d'à peu près une demi-heure. Et donc c'est à chaque personne qui est membre peut me poser une question. Je vais essayer d'y répondre. Je rappelle que vous pouvez sponsoriser une question où je réponds beaucoup plus longuement et en détail pour 50 dollars ou 50 euros, enfin voilà à peu près, et toujours sur ce compte Patreon. Voilà. Alors on va commencer les questions, elles sont intéressantes. Alors la première, bonjour, j'aimerais en connaître plus sur ton portfolio financier. Est-ce que tu conserves des ratios spécifiques en bourse, en argent, liquide, etc., en métaux précieux, physique, crypto-monnaie, immobilisation et équipement? Alors évidemment, je ne vais pas te dire exactement précisément, déjà parce qu'il ne faut pas faire forcément comme moi. Et en fait, je dirais la chose suivante. D'abord, c'est qu'il faut s'adapter à sa situation. Si votre fortune est de 10 000 euros, vous n'investissez pas comme si votre fortune était de 100 000, ni si elle était de 10 millions. Alors, on parle de fortune disponible. Alors, justement, comment différencier on va dire, tout ce que vous possédez et votre fortune disponible? Alors, tout ce que vous possédez peut être eh bien, tout ce que vous avez investi dans des outils de fonctionnement donc, dont vous avez besoin, donc ça peut être votre voiture, ça peut être votre domicile, et je dis toujours, pour peu que vous ayez bien choisi un endroit pour vivre, le meilleur investissement, c'est l'endroit où vous vivez. Alors je sais bien qu'aujourd'hui nous sommes dans des sociétés qui préfèrent que vous vous endettiez même pour votre domicile. Ça peut avoir des utilités fiscales ou simplement pour posséder le plus rapidement possible, mais évidemment la contrepartie c'est que vous devez de l'argent à une banque probablement. Alors voilà, c'est toujours la première difficulté. Ensuite, qu'est-ce qui vous reste après ça? Eh bien, en fonction de votre fortune, je dirais qu'il faut voir tout d'abord deux choses. La première, c'est n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. C'est-à-dire n'investissez pas ce qui est absolument vital pour vous de vivre. Gardez toujours un petit peu de côté de manière à ce que vous puissiez rebondir et de manière à ce que vous puissiez y accéder de manière extrêmement rapide. Donc, vous pouvez immobiliser à long terme des investissements qui vont vous rapporter quelque chose. Donc il ne s'agit pas forcément d'aller chercher, à mon avis, une plus-value, ce qui est toujours bienvenu, mais quelque chose qui vous rapporte quelque chose. Donc par exemple, un, euh, un investissement dans de l'immobilier locatif, donc que vous avez loué et qui va vous rapporter. Alors évidemment, ça dépend où et dans quel pays. Par exemple, moi, je ne le ferai jamais en France. D'accord pour des raisons géopolitiques et sur la santé mentale et physique et financière du pays, mais aussi parce qu'en France, si vous avez n'importe quel type qui est chez vous, on peut plus le faire se partir. Alors que dans certains pays, tu vas avec ta batte de baseball et c'est bon, il part. Ou la loi le dégage assez rapidement. Ça dépend des législations et ça dépend de la mentalité. Donc, bon, par exemple, moi, je ne mettrai jamais un centime en immobilier en France. Euh, voilà, alors, ensuite, il y a ce qui est disponible. Enfin, pardon, dans ce qui rapporte de l'argent, il y a ensuite tout ce qui est obligataire. Par exemple, vous achetez soit j'ai dit une connerie obligataire, j'ai dit tout ce qui peut rapporter financièrement en titre. Donc ça peut être soit obligataire, soit des actions qui distribuent des dividendes. Par exemple, des obligations d'État, mais aujourd'hui les taux d'intérêt sont extrêmement faibles, donc c'est un peu compliqué. Personnellement, j'en ai aucune. Et je préciserai, j'ai fait des investissements immobiliers qui me rapportent des revenus locatifs, et je vous précise tout de suite que c'est pas en France. Voilà, je l'ai déjà dit. Ensuite, dans ce qui est en bourse, alors moi il me reste un tout petit peu d'investissement en bourse, pas beaucoup, hein. Depuis des années, j'avais dégagé ça pour acheter ma ferme. Euh, mais en fait, il me reste, alors je vais pas le cacher, je veux dire, c'est parce que c'est des bonnes actions. Il me reste un petit peu de Nestlé, d'actions Nestlé et d'actions Roche, donc c'est sur le marché suisse, c'est dans la monnaie suisse, donc je n'ai pas de risque de change parce que je vis en francs suisses. Et ce sont des sociétés qui distribuent des bons dividendes à peu près au milieu de l'année, euh, si je me souviens bien. Et donc, comme elles distribuent des bons dividendes, en général, et ce sont des sociétés qui vont bien, en général, les cours, certes, fluctuent, mais en général, ils vont bien. Donc, s'il devait y avoir un crash, est-ce que les prix de ces actions vont baisser? Oui. S'il devait y avoir un crash total, eh ben, de toute façon, voilà. Mais si c'était un crash euh,
qui ensuite rebondit un petit peu, on ne sait jamais, peut-être que je me gourre, il n'y a pas d'effondrement économique, peut-être que ça continue. Eh bien, je me suis dit, Roche fait des médicaments, les gens ont toujours besoin de se soigner, plus ou moins. Alors ça reste du chimique, hein, on est d'accord, c'est pas super éthique, mais bon, voilà. Et d'un autre côté, les gens, ils ont besoin de bouffer et ils bouffent de la merde, donc Nestlé, de la bouffe pour chat, pour chien, du café, des yaourts, de l'eau, etc. Voilà, c'est un des géants de l'agri-food. Voilà. Alors ça, c'est un exemple. Ensuite, pour ceux qui veulent de la bourse spéculative, on peut le faire, mais moi j'aime pas, je me suis cramé, j'ai réussi à gagner beaucoup d'argent, mais j'ai aussi perdu beaucoup d'argent dans le passé, donc je suis un peu réticent. En revanche, il y a les investissements dans des petites entreprises qui soit vous empruntent de l'argent et vous rendent des intérêts. Souvent, des entreprises ne peuvent pas emprunter aux banques et donc elles préfèrent emprunter à des particuliers avec des taux d'intérêt tout à fait intéressants. Soit vous devenez actionnaire d'une petite entreprise, donc vous injectez de l'argent dans sa création ou dans son fonctionnement, de manière à ce que vous ayez une part dans le succès et donc que vous soyez encouragé à aider cette société. Je l'ai fait, par exemple, j'ai acheté un petit peu de part de mon éditeur, le retour aux sources. Et voilà. Donc, mais ce sont des petits montants. Voilà, donc évidemment, si ensuite vous avez encore du disponible, c'est là où je voulais en venir avec le disponible, et bien à ce moment-là, oui, avoir de la liquidité, je pense que l'objectif c'est d'avoir au moins une année de liquidité qui corresponde à une année de vos revenus, ou en tout cas de vos dépenses. Parce que ça vous laisse le temps de voir venir au cas où. Alors évidemment, ces liquidités, elles ne sont pas obligées d'être en monnaie fiduciaire, en monnaie euro, franc suisse, etc., norvégienne. D'abord, vous pouvez diversifier, mais aussi vous pouvez avoir quelque chose qui a donc une bonne valeur d'échange. Donc c'est là où on parle de pièces d'or, de pièces d'argent, etc., en physique, que vous gardez planquées, très très bien planquées chez vous. Au-delà d'un certain montant de pièces d'or et de lingots ou de choses comme ça devient très lourd, ça devient compliqué de les cacher, et puis ça devient aussi un petit peu dangereux parce qu'on pourrait venir chez vous, vous séquestrer, vous torturer pour obtenir ces, ces pièces. Donc il faut se méfier aussi de ce genre de choses. Raison de plus d'investir dans les outils, les armes, tout ce qui est productif dans votre ferme et pour votre autonomie et pour votre défense. Donc voilà. Et donc, les investissements peuvent varier. Alors, si vous êtes très très riche, comme c'est le cas de certains de mes clients, alors évidemment, moi, ce que je leur dis, c'est que, en fait, dans leur grande diversification, de la même manière qu'ils ont des assurances vie, des assurances, enfin, pour leur argent sous forme de diversification sur les institutions bancaires, diversification sur les géographies, distribution sur les types d'investissements et de placements financiers, eh bien, je leur dis, mais mettez je sais pas, un 3, 5, 10, ça dépend de votre fortune, pour cent dans votre survie. Donc, c'est un hedge contre la fin du monde, entre guillemets, hein, vous comprenez, on parle pas de fin du monde réel, on parle de difficultés économiques très lourdes et peut-être justement de ces basculements de normalité. Et là, enfin voilà, je leur dis, bah, là, ça veut dire, c'est 10%, c'est 5%, c'est une ferme, une maison de campagne que vous retapez, que vous mettez le mieux possible pour en faire une base autonome durable. Voilà. Donc, chacun doit s'adapter aussi, évidemment, en fonction de ses revenus. Si vous êtes au SMIC, faites déjà un sac d'évacuation, formez-vous, peut-être changez de travail pour gagner un peu plus, réfléchissez où vous pouvez vivre, etc. Si vous gagnez très très bien votre vie, eh bien à ce moment-là, voilà, les choses seront un petit peu plus faciles, mais il ne faudra pas se tromper, il faudra faire des investissements à bon escient. Voilà. Autre question. Salut Alain. Quel livre avoir chez soi pour un monde où l'accès à la connaissance serait compliqué, voire impossible? Alors ça, on en parle pas mal dans Rue Barbare, pas Rue Berbère, ça ce sera un autre livre peut-être, Rue Barbare avec Vol Ouest, dans le chapitre sur la connaissance. Voilà, on a mis d'abord toute une liste voilà, de livres qui sont intéressants à avoir. De livres qui vous permettent d'apprendre, du moins théoriquement, des métiers, des compétences, et donc ça c'est important à avoir. Donc je ne peux pas donner de liste précise, il y a vraiment une longue liste dans Rue Barbare. Alors, question de Thomas. Concernant les dark preppers, c'est-à-dire les gens qui se préparent uniquement en matériel offensif de haut niveau, armes d'excellente qualité, sniper, gilet pare-balles, lunettes de vision nocturne,
J'en croise pas mal parmi les militaires et forces de l'ordre, souvent sans famille, qui ont prévu la razzia comme moyen de survie. Ils sont déjà soudés, entraînés et armés, certains ont même dit avoir déjà fait des repérages de fermes intéressantes dans les campagnes. Voilà, donc beaucoup d'entre nous cherchent à fonder des clans et donc prennent contact avec pas mal de monde qui constitue pour éviter l'intérêt d'attention de ces gars-là. Comment les dissuader de s'attaquer à nos bads? Éventuellement, comment trouver un deal avec eux? Alors, sur comment les dissuader d'attaquer vos bads, eh bien, il faut se montrer très fort. Comment trouver un deal avec eux? Ce sera le thème d'un de mes livres futurs. Mais il faut savoir négocier, mais surtout montrer qu'on est très fort. Chaque prédateur sera dissuadé par la proie la plus forte. Il va essayer de trouver des proies faibles. Euh, je suis en train de remonter les questions à l'envers. Comment éviter d'attirer l'attention? Ben, évidemment, soyez discret, ne faites pas comme moi avec mes vidéos et mes conneries. Euh, quant au concept de ces Dark Preppers, oui, bien sûr, j'en ai rencontré dès le départ des gens de l'armée française qui me disaient, ben voilà, nous on est 5 ou 6 potes, on s'arme et on va repérer des survivalistes et on va leur prendre leur ferme, avec l'option de les garder en esclavage pour les faire bosser ou de les tuer, ou encore la troisième option qui est de leur proposer une offre qu'ils ne peuvent pas refuser, c'est-à-dire bon, bah maintenant, vous nous nourrissez et nous, on reste chez vous et on vous protège. Voilà. Alors, le- tout d'abord, je ne suis pas certain que c'est une bonne stratégie. C'est une stratégie qui est possible, mais c'est pas une super bonne stratégie parce que forcément, les gens vont se défendre au bout d'un moment. Alors, à moins d'arriver en proposant cette offre et puis d'être sympa, puis de tomber sur des gens sympas où finalement ils comprennent, c'est-à-dire vous allez voir des collapses, des bobos, des bobos écolos et vous leur dites bah, vous avez un super jardin en permaculture, mais moi j'ai des flingues. Donc maintenant tu continues à faire ton jardin, mais tu me nourris en plus. Et si ça se passe bien, bon bah ça peut être une symbiose intéressante. Donc c'est vrai, comme je crois que c'était le film La bataille de Saint-Sébastien, on peut imaginer, ou qui est proche du film, on va dire la version western des Sept mercenaires, où en fait finalement les hommes d'armes, finalement ils pourraient très bien s'installer dans un village et vivre de manière féodale. Et puis finalement il y a un contrat social où bah, il y a une caste qui protège l'autre, qui elle produit la nourriture, et puis finalement tout le monde y gagne quelque part. Alors c'est pas la grande liberté, mais tout le monde y gagne. Alors je vous dis pas, je vous dis tout de suite que je préfère être dans la case de ceux qui protègent. Parce que c'est quand même mieux d'être un seigneur féodal qu'un paysan ou un serf. Mais enfin bon, il y a quand même un problème il y a deux gros problèmes dans cette stratégie. Le premier, c'est que il faut vraiment être sûr que c'est vraiment la fin de l'ordre établi. Parce que vous faites cette stratégie et puis tout d'un coup on dit ah ben non la grosse crise finalement l'ordre est rétabli, finalement le chaos revient à une situation un peu plus stable. Et là, alors à ce moment-là, bah, l'armée, la police revient vous voir en disant vous avez fait quoi? Vous avez tué des gens? Vous avez... Donc ça, faites attention. Alors que si vous êtes tranquille dans votre village, soudé, avec voilà, tout un village qui sait se défendre, bah, ils vont pas venir parce qu'ils vont plutôt préférer s'en prendre à des gens beaucoup plus faibles, justement. Voilà, les colibris, les permaculteurs, etc., qui sont très bien, hein, mais qui oublient cette partie importante de la réalité qu'est l'être humain. Le deuxième problème dans cette stratégie, c'est que quand bien même l'ordre ne revienne plus et pendant très très longtemps, il y a un concept qui s'appelle l'attrition, c'est-à-dire qu'un paysan avec un fusil de chasse en calibre 12, s'il te vise et qu'il tire, toi, t'as beau avoir ton gilet pare-balles et ton super flingue, super perfectionné et tout, tu t'en prends une dans l'épaule, t'es mort. Parce qu'on va pas te soigner, je veux dire, t'as l'épaule à moitié déchiquetée, qu'est-ce qu'on va faire? Tu t'en prends une dans la tronche, t'es mort, et tu en prends une sur ton gilet pare-balles. Bon, déjà, t'as plus de gilet pare-balles, et t'es peut-être mal quand même. Alors, t'es peut-être pas mort dans ce cas-là, mais c'est vrai que euh, ça peut vite arriver, ça. Et tu peux très bien dire non, mais c'est pas grave, on les repère de loin, etc. T'en sais rien. Et d'ailleurs, les professionnels de l'armée savent très bien que bah, la guerre, c'est pas une partie de plaisir, c'est pas du sport. Je veux dire, les plus grandes armées occidentales se font bananer par des mecs en sandales avec des kalachnikovs, avec des sangles en fil de fer en Afghanistan. La plus grande armée du monde s'est fait piner la gueule par des Vietnamiens en sandales et en pyjama noir dans la forêt, enfin dans la jungle. Ça doit être un truc avec les sandales, hein, je sais pas, mais l'attrition, elle est réelle. Et il faut pas sous-estimer les gens qui défendent leurs biens, parce que toi, tu peux très bien arriver au milieu de la nuit,
tu chopes la famille, machin. N'empêche que tout d'un coup, tu as groupé tout le monde dans la pièce et tu dis, bon, est-ce que tout? Alors tu vas peut-être pas, ils vont peut-être pas gagner, mais tout d'un coup, tu as l'oncle qui était en train de, qui était sorti pour pisser, il revient, il a son fusil, bon, il t'en flingue un. Donc ton équipe de 5 militaires, maintenant vous êtes 4. Alors ok, vous faites ce que vous avez à faire dans la ferme, puis vous allez dans la suivante, puis il se passe le même truc, puis boum, puis là vous êtes 3. Puis après vous êtes plus assez nombreux. Et vous faites quoi? Puis à ce moment-là, c'est la merde. Donc c'est quand même risqué, et puis, ajoutons-le quand même, hein, c'est pas éthique, c'est pas sympa. Enfin, ça existera sans doute. Donc, se préparer, ça veut dire mettre en place des systèmes de sécurité, des systèmes de surveillance, et de mettre en place une force qui sera à la fois dans la compétence, mais aussi dans le nombre, qui rendra l'attaque très très difficile et qui va la dissuader. Mais c'est un vrai problème. Alors, question suivante. Et oh, Alain, tu poses 4 questions là. Quel système de gouvernance faut-il mettre en place si notre système actuel tombe? Qui écrit les lois? Qui les fait appliquer? Qui assure la sécurité? Qui définit la fiscalité? Qui définit comment est affecté l'argent? En gros, quel serait ton monde idéal en pratique? Ah, alors, de manière générale, l'une des raisons pour laquelle on se prépare, c'est pour subir le moins possible et donc être en meilleure condition pour rétablir un ordre, quel qu'il soit, mais qui corresponde à notre préférence. Et donc évidemment, éviter d'être un serf, éviter d'être un esclave, mais plutôt, et ça c'est mon avis, d'être un homme libre qui vit avec le moins d'État possible, avec le moins de contraintes possible, et dans une société qui est relativement en harmonie, pacifique, et qui fonctionne selon l'anthropologie humaine basique. Et donc, la transition, ben, elle va se faire de manière brutale, de toute façon, hein, parce qu'elle va se faire par une remise à zéro de plein de choses. Donc, c'est fini, hein, moi j'ai le droit, non, il y aura, toi tu bosses, sinon tu manges pas, et toi tu fermes ta gueule, sinon je t'en mets une dans la tronche. Euh, alors, ça peut commencer par une torgnole, ça peut être plus définitif. Je veux dire, quand les soviétiques ont pris le pouvoir, ils n'ont pas fait des tables rondes pour discuter, hein. Ils ont mis une balle dans la tête de tous les mecs qui n'étaient pas d'accord et tous les mecs qui imaginaient qu'ils n'étaient pas d'accord. Quand les nazis ont pris le pouvoir en Allemagne, c'était pas sympa, hein. Donc, en Italie aussi, alors qu'ils sont sympas, ils ont quand même bien fait. Ils faisaient la purge, hein, aux opposants avec de l'huile de ricin et des coups de trick, hein. Donc, non, non. La transition va se faire difficile pour ceux qui n'ont rien prévu, parce que ça va très très vite, hein. Ça va être des bandes ethniques qui vont mettre les gens en esclavage, les filles en prostitution, et pour certaines bandes ethniques qui vont manger des gens, c'est tout. Donc voilà, alors beaucoup résisteraient pour conserver un status quo et conserver leurs privilèges, point d'interrogation, oui, oui, bien sûr, mais tu conserves tes privilèges quand tu as la puissance pour le faire, sinon tu subis. Ok, alors, pour quelqu'un qui a peu de moyens de se faire un plan B à l'étranger, quel pays privilégier? Alors, il y a plein de pays. Dans ma chaîne YouTube, vous pouvez voir, chaque fois que je vais dans un pays, je fais une petite vidéo, j'essaie d'expliquer ce qu'il y a de bien, ce qu'il n'y a pas de bien, il y a toute une analyse à faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on me paye souvent quand je fais du conseil, c'est les gens me disent, voilà, j'aimerais m'expatrier en Bretagne ou en Savoie ou dans d'autres pays. J'ai des gens qui vont en Argentine, en Uruguay, j'ai eu quelques gens qui me disent je vais en Israël, d'autres qui me disent je vais en Russie. Pologne, Hongrie, j'en ai eu aussi, et Turquie. Voilà. Et bref, il y a plein de critères. Il y a les critères que j'explique là plutôt dans Survivre à l'effondrement économique, des critères qui sont liés à bah, d'abord le lieu, mais en fait d'abord la culture en fait. Est-ce que vous allez dans un pays qui correspond à votre manière de faire, à votre culture, et on vous apprécie et on va être assez juste avec vous parce que l'effondrement il peut être global. Et si vous n'êtes pas avec la connaissance des coutumes et si vous n'êtes pas intégré dans une population locale, vous n'êtes qu'un sale étranger et on va vous buter la gueule. Tout comme tous les étrangers, c'est ce qui va leur arriver, quoi. Donc, et faites gaffe quand vous êtes l'étranger quelque part. Donc, voilà. Donc ça c'est assez compliqué. Et donc, je conseille de faire très attention, de bien réfléchir. Il y a une chaîne en ce moment, comment ça s'appelle là, euh, le nom m'échappe tout d'un coup, la famille survivaliste, là, Guillaume et Sandrine, pas Guillaume. Bref, ils sont partis en Costa Rica, etc. Et ils expliquent aux gens qu'il faut partir, etc. Oui, et en gros, c'est marrant parce qu'il y a un côté, je pars dans un pays du tiers-monde
Enfin, ça va, le Costa Rica, c'est pas vraiment le tiers-monde, ça va. Mais en gros, ils disent, je pars dans un pays du tiers-monde parce qu'il y a le tiers-monde qui arrive en France. Et ouais, mais si tu vas dans le pays du tiers-monde, tu crois qu'ils vont être sympas avec toi le jour où c'est le bordel. Donc, faut faire super gaffe, faut se faire super gaffe. Et ça vaut aussi pour l'Asie, plein de gens qui disent, ouais, moi je vais en Asie du Sud-Ouest, en Indonésie, c'est les musulmans en Indonésie. Je vais en Thaïlande, etc. Ouais, les Thaïs sont sympas avec toi parce que t'as du pognon, mais le jour où t'as plus de pognon, il faut voir comment ils se traitent entre eux hein, quand il n'y a pas de pognon. Hein. Je veux dire, c'est pas par hasard qu'il y a beaucoup de prostitution. C'est pas ah ouais, j'aime bien baiser avec avec des gros étrangers moches. C'est cool, c'est dans ma culture. Non, 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 c'est parce qu'ils ont besoin de fric. Attends, tu crois quoi? Non, non, faut faire très attention. Alors, bonjour, j'habite locataire en campagne. Voilà, je dirais pas où c'est. Je m'apprête à acheter une ferme toujours dans cette même campagne. Le fait que je vais gagner en surface de terrain, une source, c'est le fait de pouvoir modifier, agencer mon chez moi comme bon me semble et que je ne perds pas trop au niveau social vu que je ne vais pas loin de là où je suis. Penses-tu que se mettre une dette de 200 000 euros soit une bonne chose? Bah, ça dépend. Si tu gagnes 400 000 euros par an, c'est rien. Mais si tu gagnes 1000 ou 2000 euros, bah, c'est conséquent. Après, tant que tu es garanti d'avoir un travail, ta dette, tu pourras la payer, même en cas de chaos, même si les banques, elles vont oublier de t'envoyer, de te faire payer pendant des années, elles vont pas oublier à long terme, ou quelqu'un ne va jamais oublier. Donc, euh, euh, voilà. Et puis en plus, comme tu dis, c'est pour ta résidence principale. Donc là, moi, je pense que ça peut vouloir la peine par rapport à d'être en ville où c'est dangereux, où tu peux pas, t'as pas Voilà, la campagne c'est bien, choisis un endroit où il y a d'autres gens qui sont carrés, qui sont comme toi, où la défense va se faire en groupe justement pour éviter des soucis. Voilà. Alors, à quand la vidéo sur les collapsologues? Ça vient, mais minute papillon, j'ai 15 millions de choses à faire. Une réaction aux propos d'Yves Cochet. En gros, c'est vrai, il disait qu'il faut limiter les naissances d'Européens pour accueillir les migrants. Mais je ne sais pas s'il a vraiment compris comment ça fonctionne dans les pays du tiers-monde et que la raison pour laquelle ils sont pauvres, c'est parce qu'ils sont composés de gens qui ne peuvent être autrement que pauvres. Donc si tu fais venir ces gens chez nous, non seulement tu augmentes leur consommation, donc tu continues la pollution et les dégueulasseries, mais en plus, tu amènes des gens qui sont incapables de faire fonctionner une économie efficace. Je veux dire, n'oublions pas que l'Occident, l'économie globalisée, même si elle est moche, en fait, c'est une économie qui a été faite par des Européens pour des Européens. Européens basés aux États-Unis, basés en Australie. Et les Chinois s'adaptent bien, mais les autres pays du monde, ils sont complètement largués. Alors évidemment, ils font ce qu'ils peuvent, mais ça plante, truc. Puis comme ils font beaucoup d'enfants, bah, ils savent pas gérer, donc il y a de plus en plus de gens qui viennent chez nous, parce que en fait, ils ramassent les miettes ou ils espèrent ramasser les miettes et des subsides. Mais quand le système s'effondrera, bah, c'est fini pour eux. Donc en fait, en faisant ça, peut-être qu'il dit ça pour essayer d'accélérer l'effondrement, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, limiter nos naissances, pourquoi pas, mais pas nous remplacer par des gens qui sont beaucoup plus limités et moins capables de s'adapter à cet environnement. Je dis pas qu'ils sont nuls en sens absolu dans leur environnement, sans doute ils sont meilleurs que nous dans le leur, mais comme ils viennent dans le nôtre, ça va pas. Je crois que une fois j'explique ça en détail parce que ça touche. Et puis en fait, c'est beaucoup moins raciste que ça en a l'air. Ce que je pense. Bref, en ces temps d'agitation et de troubles politiques en France, comment résoudre le dilemme entre l'action personnelle ou de clan et la prudence naturelle du surréaliste? Plus largement, comment abriter ses choix entre la volonté de ne pas être simplement spectateur de l'histoire par rapport aux risques encourus, physiques, économiques, judiciaires, administratifs? Et oui, c'est vrai, parfois on a envie de faire de l'action politique, notamment par exemple aller avec les gilets jaunes, etc., en prenant le risque de se faire repérer, qu'on vienne nous ôter nos armes, etc., ce qu'il faut de toute façon refuser, mais enfin d'attirer l'attention. Et comme je disais tout à l'heure, il faut vivre caché, il faut vivre discrètement. Et c'est vrai que moi, par exemple, j'ai fait un choix qui est très paradoxal, c'est que d'un côté, moi, j'ai besoin que beaucoup de gens se préparent, donc j'ai pris le risque d'en parler, mais j'ai attiré beaucoup d'attention sur moi. Et donc, voilà. Donc, c'est quelque chose que je ne conseille pas aux autres. Mais autour de vous, de manière limitée, de manière, on va dire, avec votre famille, avec vos voisins, vous pouvez en parler un petit peu, c'est pas mal. Bonjour, alors bonjour Joris. Que penses-tu des pays baltes comme pays d'expatriation dans le cadre de cet environnement certain? Alors toujours dans le contexte de ce que j'ai dit avant, la culture, est-ce que vous êtes bien, etc., etc.
Est-ce que les pays baltes sont bien? Or, les pays baltes. J'ai une copine à Riga pendant quelques années. Euh, Lituanie, Estonie, Lettonie, pays géniaux, quoi. Et en plus, ils s'en sortent pas trop mal, et puis il n'y a pas beaucoup d'États, et puis malheureusement, ils sont dans l'Union Européenne, mais enfin, ça va pour eux. Oui, c'est bien. Alors évidemment, ils sont près de la Russie, donc si l'OTAN attaque la Russie, ces pays se font dessouder. Mais j'aime bien. Moi, j'aime bien. Après, encore une fois, il faut connaître la culture, il faut être intégré. Je pense que l'Europe de l'Est, ça reste des Européens. Ils seront beaucoup plus accueillants et moins méchants avec des Européens de l'Ouest en tant que réfugiés que c'est clair qu'il n'y aura personne d'autre comme réfugié chez eux. Donc ça peut vouloir la peine. Moi je pense que c'est pas mal. Je pense même que c'est des pays, l'Europe de l'Est en général, c'est bien. Même les Balkans, pas tous les Balkans, mais une grande partie des Balkans, c'est pas mal. Alors, salut Greg, salut Pierre. Voilà, petite question d'un sentier battu. Toi qui t'intéresses à plein de sujets, ah oui, la spiritualité. Quel est ton niveau de connaissance sur la spiritualité? En gros, que se passe-t-il avant, après la vie? On sait que tu es athée, oui, mais que tu étais spirituel ou spiritueux, en spécifiant que la spiritualité peut prendre autre forme que la religion. On peut effectivement considérer que les religions sont des simples mouvements, partis politiques, utilisation des masses, nanana. Euh, mais alors sur le monde spirituel, par exemple, écrit par Kardec, que je ne connais pas, ou le lien entre les religions et le spirituel, détaillé par Johannes Greber, ou les Pères Brunes, que je ne connais pas non plus. Alors, la spiritualité est importante parce que ça fait partie de l'être humain. On a besoin de nous lier à quelque chose de plus grand que nous. Ça fait peut-être partie, c'est peut-être un défaut de notre cerveau. En se développant, nous avons gardé ce côté grégaire a fait pendant des millions d'années notre survie. Nous ne pouvons pas vivre seuls dans la savane, dans la nature. On va se faire manger par un lion ou une grosse bête, quoi. Donc, pour survivre, pour chasser, pour ne pas se faire manger, on a pendant des millions et des millions d'années développé un cerveau qui fonctionne avec un lien avec les autres et donc avec l'imaginaire de quelque chose de plus grand que nous. Ça, c'est l'approche la plus logique en tout cas. Alors ensuite, qu'on ait un créateur, un organisateur de l'univers, etc., moi, j'ai pas de réponse. Mais à la limite, je m'en tape complètement. En revanche, la spiritualité, c'est de peut-être apaiser nos angoisses existentielles par des croyances qui peuvent aller du New Age au bouddhisme, à la religion telle qu'on la connaît dans les monothéismes, avec malheureusement ces travers inévitables. Donc j'en parlerai en fait dans mon livre sur la peur, parce que ça touche des peurs fondamentales et que si nous n'avions peur de rien, nous n'aurions pas besoin de spiritualité, je crois. Et donc j'en parlerai dans mon bouquin sur la peur, mais c'est une question fondamentale et je pense que c'est une question qui est liée à des peurs ancestrales, des peurs de la mort et de l'inconnu qui nous entourent tous. Nous ne sommes que des petits singes à peine debout depuis quelques millions d'années, à peine capables de comprendre l'univers depuis quelques millénaires et à peine capables de comprendre la matière depuis quelques décennies, de quelques siècles à peine. Et donc, forcément, nous n'en sommes qu'au début de notre espèce, et si on arrive à continuer, peut-être qu'on évoluera vers des systèmes beaucoup plus logiques et rationnels, et que nous serons des Vulcains un jour. Euh, Salut Eric, bonjour Pierrot, merci pour tes ouvrages qui nous ont permis de choisir notre BAD. Il y a quelques années de ça. Ma première question, est-ce que la moto est un bon choix pour l'évacuation? Que penses-tu du travail de Rorschach? Alors Rorschach, c'est celui qui a fait les tests psychiatriques ou un autre. Il faudra que tu me reposes une question le mois prochain. En revanche, pour la moto, pour faire 150 km avec ta compagne qui a aussi une moto, et je suppose pas de gamin, bien sûr que la moto c'est bien. Avec 150 km, c'est vite fait en moto. La moto est meilleure que. C'est un peu c'est la panacée, puisque c'est mieux qu'un vélo. Et c'est mieux qu'une voiture, c'est plus mobile et plus tout terrain qu'une voiture pour faire 150 km de route en cas de bordel. C'est un petit peu moins bien en cas d'accident que la voiture, mais bon, t'as qu'à pas avoir d'accident. Alors évidemment, le défaut, c'est que tu peux pas porter énormément de choses, contrairement à une voiture, mais tu peux prendre plus que sur un vélo. C'est moins discret, mais l'évacuation, c'est pas forcément une question à tout prix d'être discret, c'est d'aller vite, d'aller sans être encombré, sans être cloisonné. Alors évidemment, comme toute l'évacuation, que l'on explique de manière très détaillée dans Rue Barba, la question c'est d'aller pour évacuer pour aller où. Donc si tu as effectivement une BAD pour laquelle tu vas, et que tu as déjà là-bas tout ce qu'il faut, les outils, les machins que tu vas régulièrement, ben, la moto, ça te permet d'aller vite.
si beaucoup plus vite qu'une voiture et avec moins d'encombrement, moins de risques de blocage, etc. Donc oui, c'est un excellent choix. Voilà. Alors, dernière question. Salut Marsupilami. Bonjour Pierrot, considérant que le système de retraite n'est pas viable à long terme, mis à part faire en sorte d'être pleinement propriétaire, pas de loyer, plus de crédit, et entretenir de bonnes relations avec ses enfants, qu'en conseillerais-tu pour anticiper les difficultés financières et au matériel pour nos vieux jours? Alors, alors effectivement, dans ta question, tu as déjà une grande partie de la réponse, des bonnes relations avec les enfants, euh, être pleinement propriétaire, encore que tant qu'il y a un État, l'État ne te laisse jamais vraiment être propriétaire, puisqu'ils viennent avec des taxes d'habitation, des taxes locales, machin. Et donc, tu es quand même obligé de générer du profit tous les ans pour pouvoir payer, pour avoir le droit de continuer à vivre sur un truc qui est à toi. C'est totalement scandaleux le fonctionnement de l'État. Donc en fait, on n'est jamais vraiment propriétaire, on n'est jamais vraiment libre. Euh, pour anticiper les difficultés financières ou matérielles, bah alors évidemment, c'est l'épargne, mettre de côté, l'autonomie qui te permet de te nourrir et de vivre. Et bah voilà, en cas de problème de santé très grave, de prévoir en faisant déjà de prévoir d'être en bonne santé le plus longtemps possible, en étant bien, etc. D'avoir des antidouleurs, ça c'est l'essentiel. Si tu devais attraper tout d'un coup une maladie grave qu'on ne peut plus soigner et que donc qui te rend, qui te crée des moments de douleur terribles, bah, tu as besoin d'antidouleurs. Alors là, bah, ça va de faire pousser du chanvre et de le fumer, ou de le prendre en tisane, ou d'avoir un stock de médicaments, etc. Les médecines naturelles peuvent aussi t'amener pas mal de solutions dans ce cas-là. Enfin, si vraiment c'est insupportable, bah, mettre fin à ces jours de manière digne et rapide, ça se prépare. Voilà. Donc, voilà. C'était combien? On a fait quoi? J'espère, longtemps. Et on refera ça chaque mois. Je l'ai fait vite, hein, il n'y a pas beaucoup de questions, il y en avait une quinzaine. Et on aura l'occasion de le refaire. Et puis voilà, partagez, enfin en tout cas faites savoir autour de vous que on peut obtenir un petit peu plus. Je les ferai plus longues, de plus en plus. Là, en fait, il neige, donc je dois aller chercher les gamins à l'école. Et comme il neige, il faut que je parte un petit peu plus vite que ce que je pensais, donc j'ai un quart d'heure de moins. Voilà, mais partagez autour de vous, faites savoir qu'il y a mon compte Patreon, et puis à très bientôt. Ciao!